surtout comme un premier ministre, de faire ce qu'il veut dans une certaine mesure, sans rendre de compte. Et la réalité, c'est que quand le Parlement va rouvrir, Trudeau ne sera plus là pour rendre des comptes. Les dépenses réalisées par le gouvernement libéral et en particulier par Justin Trudeau continuent de susciter l'indignation parmi la population. Alors qu'il entame ses derniers jours en tant que premier ministre démissionnaire, Trudeau persiste dans ses annonces de dépenses extravagantes que les Canadiens ne peuvent se permettre, surtout dans un contexte où le déficit national avoisine les 60 milliards de dollars. Récemment, la Fédération canadienne des contribuables a utilisé la loi sur l'accès à l'information pour obtenir tous les documents relatifs aux dépenses alimentaires domestiques de Justin Trudeau durant les années 2022 et 2023. Aussi choquant que cela puisse paraître, Trudeau, qui perçoit un salaire annuel de plus de 400 000 $, a choisi de faire porter ses dépenses d'épicerie aux contribuables. Aujourd'hui, nous en discutons plus en profondeur avec Nicolas Gagnon, directeur de la Fédération canadienne des contribuables pour le Québec. Oui, ben c'est ça, on a soumis une demande d'accès à l'information au bureau du conseil privé pour un peu connaître c'est quoi les dépenses d'épicerie du ménage du premier ministre Justin Trudeau. Puis on a découvert en fait que en 2021, 2022, puis en 2022, 2023, donc pour les 2 années qui sont présentement disponibles en termes de données, Justin Trudeau a facturé aux contribuables pas loin de 157 000 $ en 2 ans pour l'épicerie de son ménage, donc c'est-à-dire la nourriture personnelle qui était consommée par M. Trudeau et sa famille, ainsi que pour les événements officiels qui pouvaient avoir lieu à sa résidence à 24 Sussex. Donc c'est un peu ça qu'on trouve surprenant, c'est les montants, parce qu'au moins une année là-dedans, c'est environ 81 000 $ qui a été facturé aux contribuables, 76 000 $ pour l'autre. Et il faut savoir que ça, c'est les montants qui ont été facturés, qui ont été vraiment assumés pleinement par les contribuables, parce que la facture totale, c'est plutôt 188 000 $. Mais il y a une partie de cette facture qui a été remboursée par Justin Trudeau, puisque, dans le fond, selon les normes du bureau du conseil privé, dans le fond, il y a une partie qui doit être assumée par essentiellement par les contribuables, mais il y a une partie qui doit être assumée personnellement en fonction de ce que Statistique Canada a estimé par rapport au prix du panier d'épicerie. Donc, essentiellement, sur les 188 000 $ qui a été dépensé en 2 ans, le remboursement, dans le fond, que lui, M. Trudeau a dû sortir de ses poches, c'est environ 30 000 $ là, pour ces 2 années-là, c'est plutôt 29 000 $ et des poussières, ce qui équivaut au montant qu'une famille canadienne a dû dépenser en nourriture pour ces 2 années-là. Mais bon, ceci étant dit, à la fin de la journée, il faut rappeler que Trudeau a un salaire de plus de 406 000 $, donc on trouve ça assez particulier qu'il refile une telle facture aux contribuables. On comprend que les événements officiels, ça inclut la visite de certains dignitaires, ça inclut souvent beaucoup de personnel, et donc ça, peut-être que ça peut faire un peu plus de sens que ce soit couvert, mais pour l'épicerie personnelle, ça, c'est une autre paire de manches. Malheureusement, dans les demandes d'accès à l'information, c'est pas indiqué quel montant est alloué pour la famille et quel montant est alloué pour les événements officiels. Puis ça, malheureusement, ben c'est pas à nous. Ben, pas que c'est pas à nous, mais la réalité, c'est que cette nuance-là n'est pas là dans les documents du gouvernement, et je pense que ce serait très important d'être inclus. Puis à la fin de la journée, ce qu'on espère en faisant cette sortie-là, c'est d'espérer que le prochain premier ministre, que ce soit Mark Carney, Chrystia Freeland ou Pierre Poilievre, ben qu'ils ne fassent pas, qu'ils en fait qu'ils mettent fin à cette tradition-là de refiler une facture d'épicerie aux contribuables, puis qu'on fasse effectivement le ménage à partir d'en haut là, dans les finances publiques du Canada. Qu'est-ce que vous pensez justement des dépenses vraiment farfelues du premier ministre, qui est en fait un premier ministre démissionnaire? Donc, comme on a vu avec le TGV, avec l'Ukraine, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ces dépenses-là folles justement d'un gouvernement qui est pour s'en aller dans quelques jours? Ben, on trouve ça particulier un premier ministre démissionnaire, ou comme on dit en anglais, un lame duck prime minister, puisse se promener avec la carte de crédit des contribuables puis faire des dépenses folles comme ça, ne serait-ce qu'à la fin de son mandat, dans les dernières semaines de son mandat, ce qui est assez surprenant. Surtout quand on considère le bilan. D'abord, il faut rappeler que le bilan de Trudeau en termes de finances publiques est tout sauf reluisant. On parle quand même d'une dette qui a doublé en quelques années. On a des déficits. L'année dernière, on a un déficit de plus de 62 milliards. Puis ça se peut que l'équilibre budgétaire ne revienne pas avant 2040. Puis ça, c'était dans les dernières estimations. Ça, c'était avant qu'on soit sur le bord de rentrer dans une guerre commerciale, puis tout le reste qui vient avec. Donc, c'est clairement que ces projections-là vont être revues à plus tard. Mais c'est aussi vraiment l'absence de rigueur, le fait qu'on a augmenté comme jamais la taille comment dire, de la fonction publique au Canada. Tout ça, c'est des dépenses tant qui ont été accumulées que des dépenses récurrentes à long terme qui vont plomber notre économie puis nos finances
finances publiques. Puis ça, c'est vraiment l'héritage, ne serait-ce qu'en surface de Justin Trudeau. Si on va plus loin, on va trouver des détails encore plus croustillants. Mais n'en reste que, ouais, là, présentement, il y a quelques temps, on apprenait qu'on allait avoir un TGV entre Toronto et Québec qui va peut-être coûter jusqu'à 100 milliards. Puis ça, c'est dans les projections, ne serait-ce qu'au niveau du pré-développement. Là, on n'a pas encore fait de première pelletée de terre. On est encore très loin de ça, en fait, puis on estime ça à 100 milliards, qu'on sait qu'il y a des projets ailleurs, comme le projet de TGV en San Francisco puis Los Angeles, c'était supposé être environ 33 milliards quand ça a été promis puis voté par les électeurs de la Californie en 2008. Présentement, on parle d'une facture d'environ 128 milliards, puis ça sera pas opérationnel avant 2033. Donc, on va pas se faire croire, là, ne nous faisons pas croire qu'on n'aura pas ce type de dépassement de coûts, nous non plus de notre côté, surtout avec notre climat, puis nos difficultés et notre cadre réglementaire qui est quand même assez différent. Donc, à la fin de la journée, d'avoir des annonces de même, tu sais, littéralement un premier ministre démissionnaire qui nous annonce le plus important projet d'infrastructure du Canada, alors qu'il est à 2, 3 semaines de partir, ça fait aucun sens. Surtout quand on sait même pas ça va être quoi le coût réel sur les finances publiques, puis ça va être quoi la facture totale pour les contribuables. Donc ça saurait pas être permis, mais sinon on en a vu toutes les couleurs avec Justin Trudeau dans les dernières années en termes de dépenses folles. Ça, la question de l'épicerie, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres pour 2023, 2024, 2024, 2025. On va savoir ça peut-être beaucoup plus tard quand il ne sera plus en position pour donner des comptes. Mais on a aussi eu des dépenses folles avec Trudeau, comme par exemple la fameuse chambre à 6 000 par nuit que lui et sa conjointe à l'époque, Madame Grégoire, ils ont loué, en fait, ils ont réservé cette pièce-là pendant 5 nuits pendant les funérailles de la reine d'Angleterre, puis ils ont essayé de cacher ça aux contribuables. En juin dernier, Trudeau, il partait à l'étranger en Europe, puis ils ont dépensé pour 74 000 en repas, puis en alcool, en avion. Puis donc, on a eu tellement de cas comme ça, puis là, ça me démontre qu'en fin de régime, malgré tout, c'est une tradition qui est pas à veille de changer. Vous, à la Fédération, est-ce que vous pensez que le TGV, on n'est pas capable au niveau de nos finances de pouvoir payer un TGV à plus de 100 milliards de dollars? Ben, c'est 100 milliards, puis ça, c'est le montant pour l'instant. J'ai très hâte de voir c'est quoi la facture finale. Puis ils disent même que s'il y a des extensions à ce TGV-là, donc on rajoute des stations supplémentaires, ça pourrait monter à 200 milliards. Donc j'ai hâte de voir si ça même ça va arriver. C'est surtout que les projections pour l'instant sont très optimistes. Ils disent que ce TGV-là va créer des retombées économiques de 35 milliards de dollars par année pour le PIB. Parce que c'est quasiment comme si le TGV allait augmenter de 1% le PIB par année. C'est quand même assez farfelu. Puis c'est facile à faire dire ces chiffres-là pour l'instant. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont très satisfaites de l'annonce qui a été faite, mais la réalité, c'est que pour l'instant, ce ne sont que des projections. Maintenant qu'on regarde l'existence même ou plutôt comment dire, l'état actuel du réseau ferroviaire au Canada, on a une société d'État canadienne qui s'appelle Via Rail. Mais il y a bien du monde qui semble oublier que Via Rail n'est pas rentable. Au cours des 5 dernières années, on a dû mettre pas loin de 1,8 milliard de dollars de l'argent des contribuables pour les aider Via Rail à boucler ses livres puis à être, ne serait-ce qu'à être maintenu à flot. Donc là, on s'en va dire qu'en ajoutant un TGV, là, soudainement, ça va changer complètement la donne. Oui, pour un couloir entre Toronto et Québec, qui est quand même pas loin de 1 000 kilomètres, on sait qu'il y a une bonne population dans cette région-là, puis qu'un projet pharaonique de ce type-là, ça va créer effectivement beaucoup d'emplois, ne serait-ce que temporaires. Mais on n'explique pas non plus les coûts, les surcoûts, les dépassements qui vont avoir lieu, mais toutes les questions de délai qui vont être liées entre autres aux expropriations, parce que pour une telle, comment dire, un tel tracé d'environ 1 000 kilomètres, il y a des fermes, il y a des villages, il y a des commerces, il y a du monde qui vont se faire dire, écoutez, le train s'en vient, tassez-vous. Puis ça, il va y avoir peut-être des débats juridiques avec ça, comme il y en a eu dans plusieurs autres endroits où ça s'est fait, c'est des projets de ce type-là. Donc, notamment l'exemple de la Californie que je citais plus tôt, ben c'est exactement ça qui a amené beaucoup de contraintes. Puis il faut rappeler que c'est un projet de longue haleine. Ça a été annoncé présentement, mais ça risque de prendre une vingtaine d'années avant qu'on le voit réellement opérationnel. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu être annoncé puis qui sont peut-être même plus vivantes quand le TGV va être opérationnel. Là, c'est carrément ça. Mais une chose est sûre, eux ils vont payer pour, nous on va payer pour en tant que contribuables. Puis on n'a aucune garantie que ça va être rentable à la fin de la journée. Puis c'est sûr qu'avec un projet de TGV comme ça permet à son nom de passer à l'histoire pour des choses un peu plus positives que, par exemple, la légalisation du pot. Mais pour aller plus loin, par exemple, il y a une affaire qui est très dérangeante en ce moment, c'est que le Parlement, faut le rappeler, il est fermé. Il a été prorogé le 6 janvier dernier, et ça permet pas mal à n'importe qui, surtout comme un premier ministre, de faire ce qu'il veut dans une certaine mesure, sans rendre de compte. Et la réalité, c'est que quand le Parlement va rouvrir, Trudeau ne sera plus là pour rendre des comptes.
Donc, c'est très facile pour lui, pour l'instant, de faire ce type d'annonce-là. Ça devrait même pas être possible, en fait, surtout à partir du moment qu'il a déjà annoncé cette démission. Non seulement le Parlement n'aurait pas dû être prorogé, mais cette succession-là aurait dû être faite de manière ordonnée. C'est plate à dire, mais la réalité, c'est que avant de tenir une course à la chefferie, il aurait peut-être dû juste carrément donner les rênes, par exemple, à Chrystia Freeland. Je vais pas prendre un parti pris dans la course à la chefferie, mais la réalité, c'est qu'elle était vice-première ministre. Donc, en réalité, s'il démissionne, c'est elle qui aurait dû prendre le contrôle à partir de ce moment-là. Puis, au minimum, elle aurait une légitimité pour faire ses travaux en tant que première ministre, parce qu'elle était choisie comme successeur. Là, présentement, ça va être quelqu'un, fort possiblement, qui n'a jamais occupé de fonction politique. Il s'agirait de Mark Carney. Il va entrer en politique et la réalité, c'est qu'on risque de tomber en élection à peu près une semaine ou deux plus tard, selon les dernières rumeurs qui circuleraient sur la colline parlementaire à Ottawa. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est dans le fond, Trudeau, présentement, peut s'en permettre parce que la politique canadienne, surtout fédérale, est dans les limbes. On attend son successeur et pendant ce temps-là, ben, lui, il se promène avec la carte de crédit des contribuables. Puis, ben, qui va payer pour? C'est les contribuables. Puis, qui va assumer la responsabilité? Son successeur, qu'il soit libéral ou conservateur. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, que Mark Carney pourrait devenir notre prochain premier ministre sans avoir déclaré tous ses avoirs, tout ce qu'il possède jusqu'à maintenant, pour voir aussi s'il y a des conflits d'intérêts ou quoi que ce soit? Ben, nous, dans la fédération, c'est sûr que ce qu'on veut de prime abord, c'est d'avoir, dans notre mission principale, on veut moins d'impôts, moins de gaspillage, puis on veut un gouvernement plus responsable. Puis un gouvernement responsable, ça vient avec des politiciens qui rendent des comptes et qui sont imputables. Dans ce cas-ci, c'est quand même c'est historique, c'est sans précédent. En fait, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été premier ministre du Canada sans passer par le suffrage ne serait-ce qu'une élection générale comme telle. Si par exemple il déclenche des élections comme c'est déjà annoncé, ça permet un peu de racheter la notion que ça aurait été un politicien au moins qui essaie de se faire élire, d'aller chercher une légitimité démocratique. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on s'attendrait à de la part d'autant de Carney que de Poilievre, que de Blanchette ou Singh ou peu importe, tout politicien devrait être 100% transparent, les avoirs devraient être déclarés. Les électeurs devraient savoir pour qui ils votent et pourquoi ils votent, pas juste au niveau de la plateforme, mais aussi au niveau de l'individu comme tel, puis s'assurer que cette personne-là représente bel et bien ce qu'elle dit représenter. Donc c'est sûr que pour l'instant, Mark Carney fait pas preuve, il est assez opaque en termes de transparence, là, il l'est pas beaucoup, mais on espère que ça va changer rapidement, surtout quand on considère que si tout va comme prévu, c'est effectivement lui le prochain premier ministre et ça sera décidé le 9 mars prochain. On voit aussi au Canada, il y a beaucoup de personnes qui réclament un Doge, comme on a vu aux États-Unis. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, d'un Doge, justement, pour voir où est-ce que notre argent s'en va et où est-ce qu'elle disparaît, surtout, là, parce que il y a eu beaucoup dans les derniers temps, là, on a regardé beaucoup le Open Government, data, où est-ce qu'on pouvait voir où est-ce que l'argent s'en allait. Puis on a pu voir où est-ce que l'argent s'en allait sur des programmes comme des bins éco-responsables, des millions qui ont été dépensés en bins éco-responsables en Afrique ou d'autres programmes comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, à propos, mettons, quelque chose qui se rapproche peut-être à un Doge canadien? Ben, en fait, on devrait même, ça devrait être un exercice permanent. En fait, on devrait carrément avoir un comité comme ça qui est toujours en place puis qui s'assure que chaque dollar qui est dépensé par le gouvernement, qui est essentiellement l'argent des contribuables, que ce soit bien dépensé puis qu'il y a un retour garanti pour les contribuables. Sinon, cette dépense-là devrait pas avoir lieu. Puis on a déjà eu des exercices dans le passé qui ont été faits par des gouvernements précédents au niveau fédéral. Puis c'est pas juste quelque chose de conservateur, c'est aussi quelque chose que les libéraux ont déjà fait. Jean Chrétien a fait le ménage dans les années 90 avec Paul Martin qui était ministre des Finances à l'époque, puis ils ont réussi à dégager des économies importantes en permettant entre autres de rembourser une partie de la dette canadienne. Donc ça, c'est des libéraux qui l'ont fait. Donc c'est pas un exercice qui devrait être soumis à une forme de partisanerie. En fait, ça devrait unir toutes les partis politiques, surtout dans le contexte actuel. Puis même les conservateurs de Stephen Harper l'ont fait, ne serait-ce qu'au lendemain de la récession économique. À cette époque-là, on cherchait des moyens de rééquilibrer le budget. Et au final, ben, l'exercice aura quand même permis au Canada d'avoir un budget équilibré en 2015. C'est la dernière fois qu'on a eu des finances équilibrées au Canada jusqu'à maintenant et peut-être jusqu'en 2040 et au-delà. Mais il n'en reste que, au moins, l'exercice, on sait que c'est faisable. Même au Québec, en 2015, il y a eu une forme de révision des programmes qui avait été faite par le gouvernement de Philippe Couillard. Ben, à l'époque, il s'est fait accuser de faire de l'austérité, ce qui était fondamentalement faux. Mais à la fin de la journée, cet exercice-là a quand même permis, à long terme, de dégager le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec en 2018. Donc, c'est un exercice qui fonctionne. Puis comment c'est effectué? Ben, ça permet de réviser, en fait, l'ensemble
des programmes des différents ministères. Donc, c'est de forcer les ministres à débarquer essentiellement dans un comité parlementaire puis de livrer des comptes sur l'ensemble des programmes de son ministère, l'ensemble des effectifs attitrés à chacun de ces programmes-là et de vérifier si effectivement les contribuables perçoivent un avantage ou un bénéfice d'une quelconque manière. Puis si on répond trop souvent non à cette question-là en révisant le programme, ben on le coupe. Et oui, ça fait en sorte qu'il y aura des mises à pied nécessaires. Par contre, au Québec comme au Canada, on a quand même une situation particulièrement historique parce qu'on a un déclin démographique, on a un vieillissement démographique qui touche en bonne partie la fonction publique, notamment au Québec. Et donc, on peut profiter du fait qu'il y aura beaucoup de départs à la retraite pour couper des postes par attrition. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de mettre des gens à la porte. On a simplement besoin de faire en sorte que lorsque les gens partent à la retraite, ben, on ferme leur poste. Donc, ça permet de couper des dépenses sans nécessairement faire des renvois, ce qui est souvent une position que les politiciens ou les gouvernements n'aiment pas avoir parce que renvoyer des gens, peu importe le moment, c'est pas populaire, on s'entend. Mais là, on a une opportunité de le faire de manière humaine, un ménage qui nous permettrait de rééquilibrer les finances publiques à long terme, effectivement de couper dans le gras parce qu'on en a vu de toutes les sortes. Au Québec, on a sa clique en ce moment, puis on a eu des histoires de Nordvolt et compagnie, mais au fédéral, on a eu ArriveCam, on a eu entre autres aussi là, toutes les dépenses de Global Affairs Canada qu'on a vu qui sont très similaires à ce que USAID aux États-Unis dépensait. On a eu des histoires même qui vont jusqu'à Parc Canada qui dépense quasiment des dizaines de milliers de dollars pour chasser des chevreuils en engageant des chasseurs de la Nouvelle-Zélande puis de l'Australie parce qu'ils sont pas capables de le faire avec les moyens du bord. Bref, on a vu de toutes sortes de dépenses farfelues qui méritent vraiment ce qu'il y a un comité présentement qui force le gouvernement à la reddition de comptes. Puis ça doit être essentiellement un exercice qui est non partisan. Pensez-vous vraiment que, mettons, si on aurait Mark Carney au sein du gouvernement comme premier ministre, M. Carney voudrait vraiment aller dans cette direction ou pensez qu'on va rester vraiment avec le même type de gouvernement qu'on a en ce moment, là, le gouvernement progressif libéral, là? Ben, pour l'instant, Mark Carney, il se présente comme un homme qui veut rééquilibrer les finances publiques sans faire de coupure. Il veut couper nulle part, il veut pas faire de réduction de dépenses d'aucune manière, et même qu'il veut diviser le budget en deux pour être en mesure d'une part d'avoir comme un budget opérationnel et un budget plus de rendement ou autre, donc un budget structurel. Et la réalité, c'est que ben ça permet de camoufler essentiellement les déficits ou comment dire les dépenses d'une certaine manière. Ben à la fin de la journée, il dit qu'il veut équilibrer les finances publiques, mais encore une fois, il n'y a aucun plan et il veut pas s'attaquer en fait, je dirais à l'éléphant dans la pièce qui sont les dépenses du gouvernement. Faut le rappeler, le budget fédéral a quasiment doublé depuis 2015. Donc, c'est pas juste la dette qui a doublé, les dépenses gouvernementales ont également doublé, puis finalement, on n'a pas plus de résultats en ce moment. On a augmenté de près de 108 000 le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique canadienne, puis on a augmenté de pas loin de 73% le poids salarial de cette fonction publique-là. Donc, ça, c'est très important parce que c'est des dépenses à long terme qui vont nous coûter très cher. Et ça, c'est essentiellement à ces programmes de dépenses principaux que n'importe quel premier ministre qui veut faire le ménage doit s'attaquer pour équilibrer les finances publiques. Et ce qui me dérange le plus dans l'opinion de Mark Carney présentement, c'est qu'il dit qu'il veut équilibrer les finances publiques avec un discours un peu plus technique et intelligent, mais quand même égal à celui de Trudeau en 2015, qui disait que les finances publiques, ou du moins le budget, va s'équilibrer de lui-même. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? C'est qu'il disait que les dépenses du gouvernement allaient inciter l'innovation puis la croissance, puis que cette croissance économique allait permettre au gouvernement de récupérer à travers les taxes et impôts des revenus qui permettraient d'équilibrer le budget. Or, on sait pas du tout ça qui est arrivé. On a une dette qui a doublé, puis on a encore des déficits à perpétuité, puis l'économie est au ralenti. Donc, clairement que ça n'a pas fonctionné, mais Carney dit la même chose. Il croit en des investissements. Il pense qu'en prenant l'argent des contribuables et en investissant à la bonne place, ça va créer la croissance qui va permettre de rééquilibrer les finances publiques. On l'a vu avec Trudeau, pendant les 10 dernières années, ça n'a pas fonctionné. C'est en ajoutant un langage technique, ça va pas plus fonctionner non plus. La réalité, c'est qu'il faut faire un ménage pour que ça arrive, ce retour à l'équilibre des finances publiques. Puis oui, il faut couper les taxes et impôts et s'attaquer aux réglementations pour permettre à l'économie canadienne d'être plus forte. Pas encore une fois choisir des joueurs puis aller avec du BS corporatif en choisissant les entreprises qui reçoivent l'argent des contribuables. N'oubliez pas d'aller sur calltheelection.ca. Sur ce site web, nous demandons des élections maintenant. Donc, on veut vous donner une voix. Donc, il y a une pétition sur calltheelection.ca. Allez la signer et partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup.